La vidéo n'avait pas démarré, donc on y va. Alors, premier postulat, pour bien comprendre, donc le thème que j'avais écrit, en fait, c'est ça, c'est comment on éduque les enfants à la Torah et Mitzvot sans frustration. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui ont grandi. Et quand je dis malheureusement, il y a des gens, je pense pratiquement la majorité des gens, qui ont grandi et qui ont grandi dans la Torah et les Mitzvot, malheureusement avec une grande frustration à accomplir les commandements. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire par frustration et qu'est-ce qu'on doit faire dans l'éducation de l'enfant pour qu'au contraire, ce soit épanouissant et pas frustrant et pas angoissant et pas embêtant et pas etc. Tous les, tous les adjectifs qui terminent en « Alors d'abord, il faut partir du postulat, il faut bien comprendre comment l'être humain il fonctionne. Là-dessus, on va prendre quelques minutes là-dessus. Parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde là-dessus, ça va pas, toute la suite, elle n'a pas de sens. Alors en général, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut bien réussir à l'intégrer. Et bien, il faut essayer de se projeter pour essayer de voir ce que je veux dire. L'être humain, il est fabriqué comme ça. Il n'y a pas de libre arbitre là-dessus. Vous savez qu'on a un libre arbitre sur presque tout, pas sur tout. L'être humain, il est fabriqué de telle sorte, fabriqué c'est un mot, et créé de telle sorte qu'il y a deux choses qui le poussent à agir ou à ne pas agir, à décider activement de faire une action ou à décider activement de ne pas faire une action qu'il aurait envie de faire. Il y a deux choses qui vont le pousser à cette décision. Parce que vous connaissez ces deux choses, qui sont en fait une seule, mais on aime bien faire deux catégories parce que c'est plus simple à voir. Deux choses qui le poussent à agir, qui le motivent à faire quelque chose ou à s'empêcher de faire quelque chose. Non? Deux choses, vous pouvez parler. Hein. Le plaisir. Le plaisir, ouais. Et quoi d'autre? La peur, ça peut être défini comme ça. Voilà. Vous avez dit presque les deux choses. Il y a deux choses. La première chose, c'est le kiff, le plaisir, c'est se faire plaisir. Je vais décider de faire quelque chose parce que j'en ai envie, ça va me faire plaisir, parce que je pense que ça va me faire profiter, ça va me faire kiffer. Ou la deuxième chose, alors je vais le dire un petit peu différemment, c'est la souffrance. Deuxième chose, c'est que si je pense que ça va me faire souffrir, je ne vais pas le faire. Ou alors, dans l'autre sens, si je pense que je vais souffrir si je fais ça, donc je ne le fais pas. Ou si voilà, c'est les deux choses qui vont me pousser à agir. Si je pense que faire telle chose, ça va m'éviter une souffrance, ouais, alors je vais faire telle chose. Si je pense que telle chose va me procurer du plaisir, ou je pense ne pas faire telle chose va me procurer du plaisir, ça marche dans tous les sens. En tout cas, il y a deux choses qui me motivent à faire quelque chose, ou à ne pas faire, à chaque fois, c'est les deux ensemble. Soit se procurer un kiff, soit s'éviter une souffrance. Il n'y a pas, faut pas imaginer, il n'y a pas de libre arbitre autre que celui-là. Notre seule motivation dans la vie, tous les êtres humains, et on ne peut pas dire, même le plus grand sadique qui existe, le plus grand des plus grands des plus grands sadiques, ce que vous voulez, vous mettez un adjectif de baba avant, même si vous voulez, ce que vous voulez, plus élevé des sages de n'importe quelle époque, à n'importe quelle génération, il est aussi motivé par une de ces deux choses-là quand il agit. Soit se procurer un kiff, soit s'éviter une souffrance. Il n'y a pas d'alternative. En gros, on va le dire autrement, toutes nos actions sont intéressées. Toutes, sans exception. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Ah, tout le monde me saute dessus quand je dis ça, parce que ça veut dire qu'on est tous égoïstes. Alors, la réponse est oui, on est tous égoïstes. Mais il ne faut pas voir ça négativement. On a l'impression que c'est négatif parce que en français, égoïste, c'est un adjectif péjoratif. On se dit, c'est pas bien, on est égoïste. Mais c'est pas vrai, c'est pas tant que ça péjoratif. C'est en français que c'est péjoratif. Salut. Ça va? Avec Nicolas? On va faire? Donc, ça a l'air péjoratif parce qu'on se dit, égoïste, c'est sûr que c'est un terme péjoratif en français, mais en fait, c'est comme ça qu'on est fabriqué. On n'a pas la possibilité de faire autrement que se procurer un kiff, chercher à se procurer un kiff ou chercher à s'éviter une souffrance. Alors, quand vous avez des histoires de sages, exceptionnellement sages, alors, on prend un exemple qui ne mangent pas pendant une semaine, ouais, je ne sais pas si vous avez entendu ça ou qui étudient toute la journée. Toute la journée, ils ne se reposent pas une seconde, ils ne s'arrêtent même pas pour manger. Toute la journée, ils sont en train d'étudier. C'est ça leur kiff.
Ils sont pas en train de se faire mal, ils sont pas en train de se faire violence, c'est pas des masos. C'est ça leur kiff. Alors on a du mal à comprendre nous, parce que nous, notre kiff, c'est de s'asseoir devant une série avec un coca et un plateau repas, mais eux, leur kiff, c'est celui-là. Il n'est pas fabriqué différemment de nous, qui fait que lui, il aime se prendre la tête et se faire yesh. C'est pas comme ça. Pas du tout. Juste lui, ça c'est son kiff. Donc la différence entre ce qu'on appelle un tzaddik et un rachat, on va prendre les extrêmes, le grand tzaddik avec le grand rachat, c'est pas qu'il y en a un qui a décidé de kiffer, le rachat, il a décidé de kiffer, il a dit bon moi, je vais m'occuper de ce monde-ci, le monde futur, c'est pas mon problème. L'autre, il a décidé de souffrir dans ce monde-ci, mais le monde futur, il s'investit pour. C'est absolument, absolument faux. Et malheureusement, on a souvent cette vision que le tzaddik qui va se dire bon, moi, je me restreins les kiffs matériels pour m'occuper de ce qui va se passer après la mort. Et l'autre, il se dit non, moi, je sais pas ce qui se passe après la mort, il y aura quelque chose, il n'y a pas quelque chose, ça ne m'intéresse pas, mais je vais m'occuper de ce monde-ci, celui-là au moins il est sûr, et là, je vais me procurer tous les kiffs. C'est absolument pas comme ça la distinction. La distinction, elle est complètement différente, on va voir. En tout cas, les deux, et on va voir la hashlacha, c'est-à-dire la répercussion que ça a dans l'éducation, c'est le sujet qui nous intéresse, mais ces sujets-là, les trois qui vont venir ensemble, ils sont énormément liés à notre éducation à nous-mêmes, comment nous on voit la vie. Alors, quand on parle d'éducation, tous les gens ils sautent tout de suite, ils disent ça, l'éducation, c'est de s'éduquer, c'est si t'es un bon exemple, alors ça va, si toi tu es joyeux, alors ton enfant il sera joyeux, si toi tu es respectueux, il sera respectueux, etc. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, quand on fera le sujet de l'éducation par l'exemple, on verra que c'est beaucoup plus complexe que juste être un bon exemple, parce que juste en deux mots, on est toute la journée avec des enfants en train de faire l'inverse de ce qu'on dit, et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Par exemple, j'interdis à mon fils d'allumer le gaz. Pourtant, 2 minutes après, il voit que moi je le fais. Donc, l'éducation, par exemple, ça a une certaine limite. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'il y a des lois pour les enfants, il y a des lois pour les adultes, il y a des règles pour les enfants et des règles pour les adultes. C'est pas exactement les mêmes règles. Et donc, ça a une limite quand même qui est très. Il va falloir définir, et quand on arrivera à ce sujet, Salut, salut. Quand on arrivera à ce sujet, on parlera de ça en détail. En tout cas, cette partie-là de trois cours, elle va être énormément liée à l'éducation, par exemple, et donc c'est sûr que c'est avant tout une auto-éducation qu'il va falloir faire, et une vision de la vie qu'on va avoir, ou pas. Donc, une seconde, à chaque fois il s'éteint. Maintenant, il y a un enseignement. Donc, a priori, d'abord, vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut qu'on débatte un petit peu, non? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous pensez qu'il y a des choses qui sont totalement désintéressées. On fait les choses de manière totalement désintéressée. Des fois. Non, un peu, des fois. Non, tout le monde est d'accord avec ça, que c'est totalement intéressé? Quoi? Ouais, t'es d'accord. Cool. Non, je suis d'accord, par contre, plus sur les histoires qu'on entend de grands sages qui par exemple, mangeaient leur plat brûlant pour ne pas sentir le goût. Au fond, On va en parler de ça, d'accord. Enfin, ça, je pense pas que c'est une vraie histoire, ça, je pense que c'est des mythes, mais de cas qui ressemblent à ça. Enfin, moi, j'ai jamais entendu une histoire comme ça, quelqu'un qui mange des plats brûlants pour pas ça sentir le goût. revient aux exemples du. Non, les gens qui mangeaient pas pendant une semaine. C'est pas exactement la même Moi, j'ai chose. entendu le Bon, mais manger chaud pour ne pas sentir le goût et ne pas avoir plaisir ouais, matériel. entre ce qu'on a entendu et Ouais, non, bien la sûr, bien réalité, sûr. il y a toujours. Enfin, Bien on sûr. va parler de ce cas-là. Rappelle-moi à la fin de passer quelques minutes là-dessus. Et sinon, mais sur le fait d'avoir que nos actions elles sont intéressées, Bah, là, ça je suis c'est pas bon. sûr qu'il y ait dans cet exemple-là que ça soit motivé. Mettons cet Dans ce exemple-là cas, de côté. d'accord, non, bah, on en parlera. Ouais, ça sinon c'est bon. Sinon, Non, nos actions, parce que souvent on me sort le cas, non, mais quand tu fais un don au Téléthon par exemple, anonyme ou des trucs, ouais, tout le monde est bien conscient ici. Quand je fais un don au Téléthon, c'est parce que j'ai un peu mauvaise conscience quand j'ai vu les pauvres malades ou trucs, et donc je calme ma conscience. Donc je m'évite une souffrance, que je vais me coucher. Je sais que je risque, même si c'est inconscient, d'avoir une souffrance, de me coucher et de me dire, purée, il y a des gens qui sont malades et moi je fais rien. Donc je fais un petit geste, même si c'est peut-être un gros geste, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est totalement positif. Hein. Personne qui est en train de dire que c'est intéressé, et c'est bien qu'ils soient intéressés, on est fabriqué comme ça. Notre libre arbitre, il n'est pas de savoir est-ce qu'on va chercher un intérêt ou pas, il est de quel intérêt je vais décider de m'occuper. Est-ce que calmer ma conscience qu'il y a des enfants malades,
c'est ça que je vais mettre comme prérogative chez moi, alors là, à ce moment-là, c'est que j'ai mis un intérêt qui est totalement génial, je vais dire, et donc oui, c'est intéressé, et oui, c'est bien. Maintenant, est-ce que mon intérêt, il va être que j'ai, ça m'en fiche, les enfants malades, mais le plus important pour moi, c'est que j'ai je sais pas, la plus belle voiture avec le plus de fonctions pour pouvoir me la péter vis-à-vis des autres. Alors, effectivement, les deux, ça sera par intérêt. Juste, l'intérêt, il va être louable et l'autre, il ne sera pas louable. Mais les deux personnes vont agir pour la même raison, pour son propre intérêt. Voilà, donc, la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est pas en caricaturant juste, évidemment, tout le monde, c'est une partie de tout, mais c'est pas de savoir est-ce que l'un il décide de kiffer et l'autre non, c'est les deux, mais les deux décident de kiffer, enfin, ils n'ont pas le choix de décider de kiffer, mais leur décision c'est de quoi ils kiffent, qu'est-ce qu'ils kiffent dans la vie, c'est la seule différence. Donc maintenant, je vais vous ramener un enseignement de nos sages qui contredit totalement ce qu'on vient de dire, je vais comprendre alors quelle ashlacha, quelle répercussion ça a dans l'éducation des enfants. Il y a un enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Rav c'est le premier, alors on va faire un peu tout petit peu d'histoire. Rav, c'est le premier des Amoraïm, la fin des Tanaïm, c'est-à-dire à la période de la fin de la Mishnah, début de la Gemara, il s'appelle Rav. Rav Yehuda, c'est son élève. Il dit au nom de Rav, Leolam yasok adam batorah bamidot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. En version sous-titrée, ça donne toujours, tout le temps, un homme, il devra s'occuper de la Torah et des mitzvot, faire la Torah et les mitzvot shelo lishma. Shelo lishma, traduit textuellement, shelo, ça veut dire pas, lishma en son nom, du bon Dieu. Shelo lishma, donc pas en son nom, il devra faire les choses donc de manière intéressée. Shemitor shelo lishma, parce qu'en le faisant de manière intéressée, yavo lishma, ça va venir à le faire de manière désintéressée. Donc il y a d'abord deux questions qui se posent là. La première question, elle est évidente par rapport à ce qu'on a dit. D'après cet enseignement, on nous dit qu'il faut passer par une étape intéressée pour arriver à désintéressée. Donc on voit bien qu'il y a une étape désintéressée. Ça contredit ce qu'on a dit tout à l'heure, que toutes nos actions étaient forcément intéressées. On va voir. Et juste une précision là-dessus, tous les commentateurs sur ce passage, ils nous disent, ils expliquent que c'est pas seulement un conseil, c'est pas seulement, bon, c'est pas grave, ça serait bien de faire les choses de manière désintéressée totale, juste parce que Dieu m'a dit qu'il fallait les faire. Dieu, il m'a dit de mettre les filles, alors j'ai aucun intérêt, je fais juste parce que Dieu, et c'est totalement par amour pour Dieu, sans aucun intérêt personnel. Alors, ce serait génial de faire ça, mais écoute, tu es un être humain, alors fais les choses de manière intéressée pour en arriver à le faire de manière désintéressée. C'est pas ça que la Memra de Rav nous enseigne. Il vient nous dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. Tous les commentateurs sur place, ils disent qu'il n'y a pas d'autre moyen à arriver à faire les choses de manière désintéressée que de passer par l'étape intéressée. Ok. Donc maintenant, alors ça veut dire quoi de faire les choses désintéressées? On avait dit qu'on était tout ce qu'on faisait avait un intérêt. Alors pour bien comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'intérêts. Quand on dit mitor shelo lishma balishma, si tu fais les choses de manière intéressée, tu arriveras à les faire de manière désintéressée. D'abord, c'est pas automatique. C'est pas parce que tu fais les choses de manière désintéressée que tu vas forcément arriver à l'étape shelo lishma de manière désintéressée. D'abord, il y a un tnaï à ça, c'est une condition, on va voir. Mais en tout cas, ce que Rav nous enseigne, c'est que la manière désintéressée, l'ishma, c'est quoi? C'est de les faire que parce que Dieu m'a demandé. Forcément, j'ai un intérêt, sauf que cet intérêt-là, hein, il est détaché du matériel au maximum. Quand on dit de manière désintéressée dans la Gemara, enseignement de Chamim, c'est pas désintéressé totalement. L'être humain, il vit là-dessus, de faire les choses avec un intérêt. Sauf que cet intérêt est totalement plus matériel. Une fois que l'intérêt est totalement spirituel, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara hein, l'ishma, pour Dieu. Évidemment, ça va flatter ton ego que tu as fait une belle mitzvah. Ça, c'est 100% nickel, il n'y a pas de problème. C'est juste parce que Dieu m'a demandé. Pourquoi tu fais ce que Dieu t'a demandé? Tu as un intérêt, parce que j'ai envie de faire ce qu'il m'a demandé, parce que je sais qu'il est là et qu'il existe et qu'il m'a demandé. Ok, alors c'est très bien. Ça, c'est le top niveau de l'ishma. Alors, il reste toujours un intérêt. Et le top niveau, le bas de gamme niveau de chez l'ishma, c'est que c'est totalement pour un intérêt matériel. L'échelle entre Shelo Lishma et Lishma, elle est de l'intérêt totalement matériel à l'intérêt totalement spirituel. On appelle ça Lishma. Ok? Ça désintéressé, mais c'est désintéressé
d'intérêt matériel. Évidemment qu'il reste un intérêt. Cet intérêt-là, c'est un intérêt spirituel. On va voir ce que ça veut dire. Ok. Pour bien rentrer dans le vif du sujet, mon Rav, il m'a raconté une histoire à propos. Je la raconte souvent cette histoire pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes cours. Quand c'est pas des cours de chinour, c'est un sujet qui revient aussi très, très souvent parce que c'est l'éducation personnelle. C'est-à-dire, c'est comment on voit la Torah, comment on voit la vie. Mon Rav, quand il était enfant, quand il avait 8 ans, il habitait à Beit Vegan. Si vous connaissez, c'est un quartier à Jérusalem. Et il habitait en face de la yeshiva, une yeshiva qui s'appelle Kol Torah. Dans cette yeshiva, le Rosh Yeshiva, donc il y a 50 ans, il est mort il y a une trentaine d'années, peut-être un peu moins. Le Rav de cette yeshiva, il s'appelait Rav Shlomo Zalman Auerbach. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Peut-être que vous connaissez le livre, c'est Shmirat Shabbat Keil Cheta, avec toutes les lois de Shabbat. Si vous connaissez ce livre, il a été écrit par Rav Neuvir, qui est l'élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Bref, Rav Shlomo Zalman Auerbach était le Rosh Yeshiva, et à cette époque-là, encore maintenant, dans ce genre de quartier, dans ce genre d'éducation, c'est la star. C'est the big one, c'est-à-dire c'est comme ici on dirait je sais pas le président de la République. Connaître le gars qui est Rosh Yeshiva, c'était le top. Donc quand il sortait de sa yeshiva pour prendre son taxi, sa voiture, je crois qu'il prenait un taxi pour rentrer chez lui, il y avait toujours un attroupement de gens qui sont un peu là. Il ne demandait pas des autographes parce que dans ce milieu-là, c'est pas les autographes qui veulent montrer la classe qu'on connaît le rap, c'est de lui poser une question. Donc il y a un attroupement de gens qui sont autour. J'ai une question. Tout le monde a plein de questions à lui demander. Comme ça, un jour, il répond. Ah, moi, une fois, j'ai posé des questions à Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est la folie. Et lui, en tant qu'enfant, donc il habitait dans ce quartier, il voyait ça en face de chez lui tout le temps. Donc il dit, j'avais déjà la fibre. Et il traînait avec tous ces adultes qui étaient là en train de poser une question. Il s'imaginait lui aussi adulte, qu'un jour peut-être il pourra poser la question au Rav. C'est presque comme il dit, c'était presque comme le roi. C'était la grande star. Et donc là, il traînait avec les gens qui sont autour et il s'imaginait en train de dire Rav, j'ai une question, Rav, j'ai une question, Rav, j'ai une question. Et un jour, son rêve s'est concrétisé et sans faire exprès, il a dit Rav, j'ai une question à voix haute. Il pensait trop fort dans sa tête et c'est sorti. Alors à ce moment-là, tu as tous les adultes qui sont là, le Rav il a entendu, qui s'écarte et le Rav qui s'approche de lui, qui lui dit ouais, quelle est la question? Et là, manque de bol, il n'avait pas de question. Aucune question. Il dit, c'est particulier qu'il n'y avait pas de question parce que d'habitude, son surnom à l'école, c'était Simanche, là, c'est-à-dire point d'interrogation. C'est son surnom à l'école. Il était tout le temps en train de poser des questions surtout, en train de prendre la tête au prof. Il a entendu une fois sa maman dire à son papa quand il était malade, je vais appeler l'école pour que le prof il soit payé moins parce qu'une journée sans lui à l'école, c'est une journée de vacances pour le prof. Tout le temps en train de poser plein de questions. Là. Il n'y avait pas de questions, c'était vraiment... Alors il fait un effort pour essayer d'avoir une question rapidement. Tout le monde attend maintenant. Quelle est la question? Et une question qui lui vient. Il dit, mais pendant qu'il la raconte, il se rend compte à quel point c'est grave de poser cette question. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà posé la question à l'école, une semaine plus tôt, et on lui avait déjà répondu. Donc s'il vient redemander, et c'était une question sur laquelle il avait déjà eu une réponse, il avait pris une baffe. Il a posé la question, il a pris une baffe. Et pendant, il est obligé de poser une question, tout le monde attend une question. Donc il pose celle-là, en même temps qu'il la pose, il se dit, waouh, si déjà du petit rave, j'ai pris une baffe, là du grand rave, qu'est-ce que je vais prendre? En plus, il y a 30 bénévoles autour qui peuvent l'aider. Mais il n'y a pas le choix. Il faut poser la question. Quelle est cette question? Il a dit, il y a écrit, c'est ce qu'on lit aussi à la fin de chaque pérec de Pirkei Avot, en ce moment entre Pessah et Shavuot, on lit Pirkei Avot à la synagogue. À la fin de chaque pérec, on lit ce Mahamar, c'est ramené dans la Gemara à la fin, c'est à la fin de Makot, il me semble. On nous dit, à la fin de chaque étude, on dit, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, et Fichach Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Ratsa Kadosh Baruch Hu, Hachem a voulu, le Créateur a voulu les Zakot et Israël faire profiter les bénis d'Israël. Il a voulu les faire profiter, il a voulu les faire kiffer. Les Fichach, c'est pour cela, Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Il leur a rajouté dans la Torah plein de mitzvot. Lui, il répète ça au Rav et il dit, je comprends pas. Si Hachem veut nous faire profiter, qu'il enlève un peu, qu'est-ce qu'il rajoute? Moi je comprends. Ratla les zakot, il a voulu nous faire profiter. Plus il y a de mitzvot, plus on risque de les transgresser, on ne doit pas les faire. Plus il y a de avérotes, plus on les transgresse. C'est pas un kiff. Qu'il enlève un petit peu,
Il veut nous faire profiter qu'il enlève un petit peu. Il aurait dû avoir écrit Rata et Zakot et Israël, les Firar. Il aura enlevé plein de mitzvot dans la Torah. Il nous rajoute. Et pendant que, donc, on comprend pourquoi il a pris une baffe. Enfin, on comprend que quelqu'un qui n'était pas très malin qui lui a mis une baffe. Mais il n'a pas le choix et il pose cette question. Et le Rav, comment il réagit? Il lui dit Shal Tatov. Il lui dit t'as posé une super question. Il était tellement content, il était sûr qu'il s'était. Quand on lui raconte, il dit je sais pas ce qui va arriver, je ne vais pas préparer mon testament, rien, je sais que c'est la fin. Et, et rien qu'ils lui disent, tu as posé une bonne question, il était déjà, waouh, il dit qu'il signe un papier que j'ai posé une bonne question, il dit j'ai même pas besoin de la réponse, juste un papier que j'ai posé une bonne question, je suis bien, je peux rentrer chez moi. Et c'est intéressant de voir comment Rav Shlomo Zalman, Gadol Hador, qui répond à un enfant de 8 ans sur ça. Et il lui dit, alors je ne sais pas si tout le monde sait, toute petite introduction, il y a une halakha qui est bizarroïde. Alors si vous voulez une explication, si vous avez dans le livre de Rav Yeshurun de Marseille une très jolie explication, il y a une halakha qui a l'air bizarroïde, qui est comment se lasser les chaussures le matin. Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut mettre la chaussure droite, après il faut mettre la chaussure gauche, après il faut lasser la chaussure gauche, et après il faut lasser la chaussure droite. On n'a pas le temps de rentrer dans les explications théologiques, pourquoi c'est très important de faire ça. Alors Yeshurun il prend un moment dans son livre où il explique côté d'équité, comment s'habituer tout le temps dans la vie à être équitable, mais bon, sans rentrer dans les détails. En tout cas, c'est ça la halakha, c'est Rameon Shamoura. Et donc, Rav Shlomo Zalman, il demande à mon Rav qui avait 8 ans, il dit comment tu mets tes chaussures le matin? Il dit je mets la droite, après je mets la gauche, après je lasse la gauche, après je lasse la droite. Il lui dit et tu le fais? Il dit ouais, après c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il raconte, il dit c'est vrai qu'à ce moment-là, il se disait c'est vrai que ça m'embête. Dès le matin, le premier truc à faire, tu mets tes chaussures, déjà tu me prends la tête. On n'a pas encore eu le temps de rien, déjà un commandement. Laisse-moi respirer un peu, attends que je sais pas, que je sors de la maison. Ouais. Déjà dès le matin, un petit truc comme ça, il dit, oh, ça change, droite, gauche, droite. Rien que le fait qu'on me dise ça, ça me donne envie de faire le contraire. Alors il lui dit, et comment tu penses qu'un goy met ses chaussures le matin? Le gosse, il habite à Beit Vegan. Il n'a jamais vu de goy, moi. Comment je sais? Il dit, fais un effort d'imagination et dis-moi comment un goy met les chaussures le matin. Je sais pas. Il dit, tu connais quelqu'un qui est tellement fort qu'il arrive à mettre les deux chaussures en même temps? Il dit, non. Donc, de toute façon, il met une chaussure après l'autre. Il dit, tu connais quelqu'un qui est tellement fort, il arrive à lasser les deux chaussures en même temps? Il dit, ah, évidemment que non. Il dit, donc, de toutes les façons, il va mettre une chaussure. Après, il va mettre l'autre. Après, il va faire un lacet. Après, il va faire l'autre. Il dit, c'est ça, Akadosh Baruch Hu, Zakot et Israël. Hachem, il te prend de côté. Tu dis Hamoud Chéri. C'est la façon de parler d'Egdolim. Mon mignon, ça se traduirait en Hamoud Chéri, mon chéri. Mon chéri, regarde, Tachat Adama, derrière les fagots, je vais te trouver des mitzvot. Tu vas t'habituer à faire tes lacets comme ça. Ça va rien de changer. De toutes les façons, tu es obligé de mettre une chaussure, après tu es obligé de mettre l'autre. Après tu es obligé de lasser une chaussure, après tu es obligé de lasser l'autre. Viens, je te donne un ordre. Ça ne te change rien du tout. Tu t'habitues et hop, chaque jour, tu mets tes chaussures, tu gagnes une mitzvah. Tu fais la sieste, allez, 2 mitzvahs par jour. Enlève tes chaussures, j'espère. Et t'imagines, tu arrives à la fin de ta vie avec un wagon rempli de mitzvot sans avoir rien fait. Juste sur ça. Il dit, c'est ça, Kadosh Baruch Hu, Ratsa les Zakot et Israël, les frères Irbalem, Torah Mitzvot. Il a rajouté plein de mitzvot comme ça, mitachata adama, ça veut dire derrière les fagots, que de toutes les façons tu vas faire. Des tonnes. D'avoir le pshat, l'explication de Rashi, vous connaissez le commentateur Rashi, qui est écrit sur place que Hachem nous a interdit de manger des choses qui de toutes les façons on ne mangerait jamais tellement c'est dégoûtant. Des trucs ça ne nous viendrait pas à l'esprit de manger. Je sais pas, des araignées ou des trucs comme ça. Enfin bref, des trucs que de toute façon on ne mangerait pas, juste pour nous donner du mérite qu'on ne l'a pas fait. C'est ça, des mitzvot plein dans la Torah comme ça de mitzvot. Juste on est conscient que c'est une mitzvah, on reçoit plein de mérites de les avoir fait. Et Morav il raconte la suite de l'histoire. Bon, il y a plusieurs suites à cette histoire, mais il y a un truc qu'il avait oublié, par exemple. Il m'a raconté que quand il raconte ça dans ses conférences, et qu'une fois sa maman elle est venue écouter la conférence. Et après elle lui a dit, après il vient prendre le café chez elle, et il lui dit mais t'as pas raconté la fin? La fin? Quelle fin? Il fait mais tu te rappelles pas? Quoi? Il dit mais une fois t'es rentré à la maison en criant Gam Garbaïm, je croyais que t'étais devenu fou. Gam Garbaïm, ça veut dire même les chaussettes. Il a appris que les chaussettes aussi, il faut mettre d'abord la droite, après la gauche. Alors, au début, quand tu apprends ça, tu
tu me saoules. Tu me saoules que ça change, celle-là. Et après, quand tu vois les choses, tu dis de toute façon, tu es obligé d'en mettre une après l'autre. Là, je te donne juste un ordre, tu gagnes des mitzvot. Tu vas cracher là-dessus. Tu as juste raison d'être content. C'est toute une question de comment tu abordes la chose. Et il raconte qu'un jour, il avait un copain à la maison, un copain Cohen, qui, ses parents ont dû faire un voyage, je crois, en Australie pour le travail, et le copain est resté chez lui dormir quelques jours. Et ils ont eu un truc, ils ont dû prolonger le voyage, donc ils ont téléphoné à leur fils pour leur dire, bon, t'es obligé de rester. Et évidemment, le fils fait une crise, non, mais quoi, machin, il veut rentrer à la maison. Et alors, les parents, ils ont fait ce qu'il ne faut surtout pas faire dans ces cas-là. Ils lui ont promis un cadeau s'il se calme. Il dit non, mais si tu prends les choses calmement, on te promet un cadeau. Donc il va réfléchir, négociation. Donc il raconte ça à mon Raff. Ils étaient enfants, tous les deux, ils devaient avoir 10 ans. Et alors, il dit ils avaient déjà le rouge. Les enfants, naturellement, ils ont le rouge, comment on dit le rouge en français, la fibre. Comment éduquer les parents plus que les parents, comment éduquer les enfants. Donc ils ont compris. Lui, il lui a dit tu acceptes surtout pas. Parce que si tu n'acceptes pas, ils vont te promettre plus. Et donc, plus tu refuses, plus ils vont te promettre, tu vas voir. Et il a dit comme ça, il dit, regarde, moi je t'entraîne comment refuser, quoi dire, etc. Et on fait moite-moite sur les cadeaux. Ils se sont arrangés comme ça. Il a dit, ils ont réussi à gratter comme ça 5 gros cadeaux aux parents. Jusqu'à ce que les parents ils ont dit, bon, allez, ça y est, stop. Et il raconte, donc à chaque fois il y a des discussions avec ses parents, il raconte que, alors lui c'est un Cohen, c'est pour ça que je vous ai précisé, il raconte que les parents ils lui ont promis, s'il se calme, que quand ils rentrent d'Australie, déjà ça existait là-bas, mais ça n'existait pas en Israël, des chaussures sans lacets, les mocassins. Ça n'existait pas encore, chaussures sans lacets. Il dit, je te ramène ça, parce que comme il est Cohen et il doit faire Birkat Kohanim, eh ben, enlever les chaussures, il faut se laver les mains, il faut enlever les lacets, il faut les refaire, c'est embêtant. Alors, il a promis de ramener des mocassins. Et l'enfant raconte à moi, il dit, mais ça j'ai refusé. Je dis, pourquoi il a refusé? Parce que là-dessus on ne peut pas faire moite-moite, ça va pas prendre chacun une chaussure. Pourquoi t'as refusé? Il dit à cause de l'histoire que tu nous as racontée avec Rav Shlomo Zalman et Auerbach. Ça vaut le coup de faire les lacets. Alors moi, il lui a dit, mais non, t'as rien compris à l'histoire, aucun rapport. J'ai dit, si de toutes les façons tu es obligé de faire les lacets, alors autant les faire dans ce sens-là pour gagner la mitzvah. Mais là, toi, tu peux avoir des chaussures sans lacets, c'est encore mieux. Il a dit, non, je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mon Rav, il raconte, il dit, ça c'est ce qu'il a dit en tant qu'enfant. Après, il s'est rendu compte que c'est son copain qui a raison. Il dit, une fois que tu as compris, alors c'est vrai que tu n'as pas le choix entre lasser comme ça ou lasser comme ça. Tu dis, tu lasses comme ça tu gagnes une mitzvah. Mais une fois que tu as compris que ça vaut le coup d'avoir une mitzvah, d'avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir fait ce que tu devais faire, ça vaut le coup de faire l'effort surhumain de lasser les chaussures plutôt que d'avoir des mocassins et à ce moment-là, tu perds une mitzvah. C'est dommage. Donc, une fois que tu as fait l'étape dans tous les cas, c'est obligé, tu peux passer à l'étape d'après, même s'il n'y a pas l'autre, le pendant, quoi, c'est obligé, et ben ça vaut le coup de faire cet effort. Bon, là, c'est un petit effort, mais on se rend compte que après, une fois qu'on a fait cette étape, ça vaut le coup de faire un effort pour avoir une mitzvah, pour avoir le sentiment que j'ai fait quelque chose de bien. Quel, 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 quel rapport avec l'éducation, tout ça? Alors, on rentre dans le vif du sujet, lorsqu'on donne un ordre à un enfant, il y a deux forces qui s'éveillent en lui. Il y a le koach à mairie, ouais, ça veut dire de la révolte, ça veut dire d'avoir envie de se révolter. Et si tu me donnes un ordre, qui t'es pour me donner un ordre? Si on n'a pas développé la discipline, forcément ça crée chez lui un koach à mairie et le koach de frustration. Une frustration qui dit que c'est lié. Si tu me donnes un ordre, j'ai envie d'être libre en tant qu'être humain. Tous les êtres humains, ils ont envie d'être libres, pas envie d'être pas envie d'être pas envie d'être régi par des règles. C'est ce que je veux. Ça, c'est le koach à mairie qui crée la frustration. Et il y a le koach à atzlut. Atzlut, c'est la paresse. Je pas envie de faire. Tu me dis, peut-être j'aurais fait. Le fait que tu me dises, je vais faire. C'est ça qui me donne envie de pas le faire. C'est plein de désordre. Je caricature parce que. Mais imaginez que c'est pas votre père et que vous n'avez pas grandi heureux avec des ordres, très bien. Imaginez quelqu'un dans la rue qui vous donne un ordre. Quittez, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu me donnes un ordre?
Ouais, si vous donne un ordre que vous auriez fait, de toutes les façons, vous allez faire exprès le contraire pour pas obéir à l'ordre. Obligé, c'est naturel, c'est normal. On n'a pas envie de nous donner des ordres, on veut être libre. Donc, il y en a qui font cette erreur-là, malheureusement, énorme. Quand ils donnent des ordres à l'enfant, c'est là qu'on arrive sur le vif du sujet, quand ils donnent des ordres à l'enfant, ils utilisent le joker Torah. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les commandements qu'il y a dans la Torah pour leur imposer certaines choses. Et le danger là-dedans, il est double. C'est-à-dire, je prends un exemple. J'ai un très très bon copain, très bon copain, on a grandi ensemble. Et bon, maintenant on a pris des chemins qui sont plus opposés que ça l'un de l'autre, c'est impossible. On a encore des très bons copains, mais certains sujets qu'il ne faut pas qu'on aborde ensemble, on sait. Le fameux. J'ai déjà parlé de. Ouais? J'ai déjà entendu. Un copain, on n'était jamais dans la même classe, on est la même promo, mais on a grandi ensemble. Et disons que lui est passé par une étape de frustration assez terrible dans sa vie, je vais vous raconter quoi. Et maintenant, il est juge. Il est juge à la cour administrative, je ne sais plus quelle circonscription, je ne sais pas quoi. Très très haut truc juge, c'est pas n'importe quoi. Il n'a pas le bac, hein. Il n'a pas fait le bac, il a été à la yeshiva et après il est parti, il a fait un diplôme d'entrée aux études universitaires, un DAEU, pour rentrer en études de droit. C'est quelqu'un d'extrêmement doué, extrêmement brillant. Il n'est pas absolument pas investi dans la Torah et dans les mitzvot comme moi, c'est pour ça que je dis qu'on a des chemins totalement différents. Mais il m'a raconté que quand il était à la yeshiva, certaines yeshivas, quand il était jeune, il était, je peux dire, 14-15 ans, le matin, comment il le réveillait là-bas, les gens? Koum la vodasa boire. Ça veut dire lève-toi pour le service divin. Quand il m'a raconté ça, moi j'ai raconté ça à mon rave, et je lui ai dit, enfin il m'a raconté plein de choses qui se passaient là-bas dans cet endroit. Et quand j'ai raconté à mon rave, je lui ai dit, j'ai l'impression, j'avais déjà étudié beaucoup avec mon rave, je lui ai dit, j'ai l'impression, je lui ai parlé de ce copain, je lui ai dit, j'ai l'impression que dans cet endroit-là, ils ont étudié tout ce que vous dites qu'il faut faire et ils font l'inverse, exprès. Et il m'a dit c'est presque vrai ce que tu dis, mais c'est l'inverse. C'est que moi, je regarde tout ce qu'ils font et qui fait beaucoup de dégâts, et je dis l'inverse de ce qu'ils font. Mais c'est presque la même chose. Qu'est-ce qu'ils font quand ils disent Koum la voda sabor, lève-toi pour le service divin? Ils utilisent le Joker Torah sur un truc qui existe déjà comme frustration. C'est embêtant de se lever le matin. Donc ça pourrait être embêtant comme n'importe quelle personne dans la rue. Sauf que là, pour lui, c'est embêtant. Pourquoi? Parce que à cause de la Torah, il a l'impression que s'il n'y avait pas la Torah, j'aurais pas besoin de me lever le matin. Ce qui est une erreur monumentale, parce que n'importe quel être humain qui a envie de réussir dans la vie, il doit se lever le matin. Ça n'existe pas quelqu'un qui réussit dans la vie sans se lever le matin. Ça n'existe pas, même s'il veut devenir juge ou médecin ou quoi que ce soit, il doit avoir une organisation de la journée qui est truc. Ça n'existe pas quelqu'un qui traîne au lit jusqu'à midi, 1 heure, tous les toute sa vie comme ça et qui réussit à faire des études quand même et qui réussit à avoir un boulot, ça n'existe pas. Donc, dans tous les cas, on est obligé de se lever. Sauf que j'utilise le Joker Torah, on a l'impression que c'est un truc de force, et là-dessus, tu n'as plus rien à dire. C'est la Torah, tu n'as plus rien à dire. Et le Nézek, c'est-à-dire le dommage, il est double. Parce que la frustration, il y a un dommage double qu'il faut bien comprendre. La frustration qui existe chez n'importe quel être humain, n'importe quel enfant, du fait qu'on lui ait donné un ordre, cette frustration, elle est habillée d'un chapeau, d'une veste et d'une kippa. Elle est habillée de Torah. C'est-à-dire que cette frustration, il la met sur la Torah. Que ce soit pour se lever le matin ou pour n'importe quoi. Tu dois mettre tes tefilines, tu dois respecter tes parents. Il y a des gens qui éduquent les enfants à respecter les parents parce que c'est écrit dans la Torah. Je ne sais pas si je vous ai raconté une fois cette histoire. Mais une fois, ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème chez un certain enfant, donc ils ont fait un test sur toute la classe pour voir pour un enfant. Et après, en discutant avec les enfants, ils leur ont demandé quels sont les mitzvot que vous aimez le plus et quels sont les mitzvot que vous aimez le moins. Donc sur un enfant, ils se sont arrêtés, ils lui ont dit, bon, il a dit certaines choses, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu penses de la mitzvah de Kibud Avaim, de respecter ses parents? Il a dit, en mitzvah kazo, il n'y a pas de mitzvah comme ça. Il dit quoi, il n'y a pas de mitzvah? Il dit, non, il n'y a pas de mitzvah comme ça. Il dit, je te montre dans la Torah, il y a une mitzvah à respecter ses parents. Il dit, non, ça c'est papa et maman, ils ont rajouté.
Un gosse de 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les parents, ils utilisent ce joker-là à chaque fois. Ils lui demandent de ranger sa chambre. Ah, mais tu dois respecter tes parents, c'est écrit dans la Torah, etc. Donc, la frustration qui existe chez tous les enfants, parce qu'on lui a donné un ordre, mais ça marche chez les adultes, cette frustration, elle est habillée de Torah. Alors que normalement, ça devrait être, on va voir de quoi ça devrait être, cette frustration. Et ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quoi? On va prendre un exemple. Vous avez déjà des neveux et des nièces si vous n'avez pas d'enfants, ou des petits cousins, et vous avez déjà vu comment un enfant de 3 ans il joue avec un camion. Quand on lui a donné la première fois le camion, il prend le camion, il fonce comme un malade avec. Bam contre le mur, le premier mur qui est là, il s'explose dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le camion, il retourne et il refait contre le mur. Et ça l'énerve, il crie. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que le mur dégage. Parce que le kiff, c'est d'aller tout droit. Et au bout d'une fois, il rentre dedans, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, il a compris que le mur, il ne va pas bouger. En malasot en hébreu. Et bien, il finit d'être frustré. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et s'il a en tête qu'il y a une possibilité que le mur il bouge, il va continuer à être frustré. Le problème quand on utilise la Torah pour imposer certaines choses, c'est ça. D'abord, c'est que la frustration, elle va sur la Torah. Et le deuxième point, hein, et le plus grave, c'est que cette frustration, elle passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'option, ah ben j'ai qu'à pas faire la Torah, et j'aurai pas ce problème. Alors, l'intelligence, elle est de ne pas utiliser la Torah sur les choses sur lesquelles ça crée une frustration. Par exemple, si mon Rav il raconte que lui, comment il s'est levé le matin, comment son père l'éduquait à se lever le matin, à partir du moment où il a décidé qu'il faut se lever le matin pour aller à la tfila. Quand il a décidé que son fils devait aller à la tfila, il n'avait pas la tfila à 10h. C'est la tfila à 5h30 du mat, quand lever du soleil. Donc la tfila avec le soleil, c'est le mieux. Et qu'il a décidé, il est venu le voir et il lui a dit à partir de demain, tu te lèves. Il a dit, si je ne me lève pas, ça c'est l'erreur toujours dans l'éducation quand on veut faire dans la discipline, c'est d'utiliser le si. Il n'est pas tombé dans le piège, le père. Il dit, il n'y a pas de si, tu te lèves pas. Tu te lèves demain. Il dit, non, mais si je me lève pas. Il dit, il n'y a pas, tu te lèves pas. Ça, c'est le problème quand on est dans le... Ça, on en parlera quand on parlera de la discipline, c'est de mettre une menace à l'enfant, une condition. Si tu fais pas ça, tu vas avoir... Donc après, l'enfant, il évalue. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Si tu fais pas tes devoirs, tu n'auras pas de glace. Oh, la glace, elle n'était pas si bonne que ça. Je préfère pas faire mes devoirs, c'est une grosse galère. C'est l'erreur quand on utilise le si et les menaces dans la discipline. Mais c'est pas le sujet, quand on parlera de la discipline, on abordera ça. Et donc, il lui dit, il n'y a pas de si. Demain, tu te lèves. Donc il l'a levé. Il l'a levé, et comment il lui a expliqué? Il lui a dit, il lui a pas dit, on va te filer à demain. Il lui a dit, demain tu te lèves parce que ça y est, tu es en âge de te prendre en main. Ils savent qu'il se lève pour aller te filer. C'est pas ça qu'il utilise comme argument. Il lui dit le khalban. C'était à l'époque du khalban. Le khalban, c'est celui qui fait le laitier. C'était à l'époque où ils n'avaient pas encore de frigo. Il y avait un laitier qui venait, qui déposait chacun, combien il a commandé, des bouteilles de lait frais devant les portes des gens. Le laitier, c'est comme le boulanger, il se levait à 3h, à 4h du matin. Il dit le laitier, pour que toi tu aies du lait frais le matin, il se lève à 4h du matin. Tout le monde, tout celui qui veut faire quelque chose de sa vie, il est obligé de se lever le matin. Il n'a pas parlé de Torah, il n'a pas parlé de Tfila. Il a dit on a une massorette, c'est-à-dire on a une tradition dans la famille, anachnulo megadlim smartutim, c'est-à-dire on ne fait pas grandir des serpillères, des vauriens, des moins que rien. Tu es dans cette famille, tu ne deviendras pas un moins que rien, tu ne deviendras pas un vaurien. Il n'a pas parlé de Torah, il n'a pas parlé de la mitzvah de faire la tfila, il n'a pas parlé de ça. Aucun rapport. Tu veux réussir dans la vie, tu dois te lever le matin. Donc moi, je suis ton père, je vais t'habituer à ça, tu dois te lever le matin. Fini, Nekuda. Maintenant, la frustration qui aurait pu être sur la Torah, elle n'est pas sur la Torah, elle est sur la réalité de la vie. Maintenant, c'est vrai, il y a une frustration. Ah, je dois me lever, j'aimerais bien faire la grasse mat. Sauf que cette frustration, au bout d'un moment, elle passe, il comprend, j'ai envie de réussir dans la vie. Si elle était sur la Torah, elle passe jamais. J'ai qu'à pas faire la Torah et j'aurais pas à me lever le matin. Ce qui est une erreur. Et donc, le, le bénéfice d'être mitor shelo lishma balishma, c'est-à-dire de chercher les intérêts matériels, c'est là que reviens à ce qu'on a dit au tout début, je cherche les intérêts matériels à respecter les mitzvot. Pourquoi? Parce que l'éducation de l'enfant, elle doit être faite comme ça. Pas seulement, on va expliquer pourquoi, mais pas seulement parce que on peut passer par mitor shelo lishma, de faire les choses de manière intéressée,
Et la Memra de Rav, elle nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux amener quelqu'un à faire les choses de manière désintéressée, ça veut dire avec un désintérêt matériel, tu es obligé de passer par l'étape d'intérêt matériel. Tu es obligé, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc tu cherches partout, dans tout ce que tu peux, l'intérêt matériel que tu as à faire les mitzvot. Ça marche même pour les adultes. Tu cherches les intérêts matériels que tu as à faire les mitzvot et tu mets l'accent là-dessus. Du coup, la frustration, elle n'est pas sur la Torah, elle est sur la réalité de la vie. Et cette frustration, étant donné qu'elle est sur la réalité de la vie, elle passe. C'est tout le monde comme ça. Il n'y a pas le choix. Je prends un autre exemple que j'ai eu dans un cycle de cours sur l'éducation que j'ai donné au Rassi. Ah ouais, c'était que les mamans. Et un petit peu différent quand c'est que les mamans. Parce que ça tape sur les papas grave. Il n'y avait que les mamans. Et il y en a une qui m'a dit, mais moi, regarde, c'est bien beau ce que vous dites, blablabla, ok, super. Puis les petits oiseaux. Maintenant, pour moi, pour mes enfants, chez moi, pas pour moi, chez moi, pour mes enfants, Shabbat, c'est quoi? C'est on ne regarde pas de dessin animé. C'est ça, Shabbat. Pour les enfants, c'est on attend la fin de Shabbat. Comment vous voulez que je dise? Parce que c'est vrai. Maintenant, ils me demandent de mettre un dessin animé. Qu'est-ce que je vais leur répondre? Bah, c'est Shabbat, on ne met pas de dessin animé. Donc forcément, cette frustration, elle se met sur Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas lui mentir. Je ne mets pas de dessin animé parce que l'ordinateur il est cassé aujourd'hui ou la télé elle est cassée. Non, c'est parce que c'est Shabbat. On ne met pas de dessin animé. Alors forcément, la frustration elle vient là-dedans. Alors je dis, venez, on réfléchit 2 secondes. On réfléchit 2 secondes, on va faire un petit exercice ensemble. Après, elle m'a dit, ça a changé totalement l'ambiance de Shabbat à la maison. On fait un exercice 2 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour un enfant de regarder les dessins animés 24 heures sur 24? Forcément, non. 22 heures sur 24 aussi. Alors, on descend comme ça, on ne va pas jouer. Vous êtes d'accord avec moi donc qu'il faut restreindre les dessins animés? Il faut restreindre, tout le monde est d'accord avec ça. Il ne faut pas que ce soit free, libre, chacun, les enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils regardent autant qu'ils veulent. Ouais, ça doit être régulé, etc. Akadosh Baruch Hu, il est gentil avec vous, il vous a obligé de réguler déjà un jour. Alors comment vous pouvez passer maintenant le message à votre enfant? Alors vous auriez pu dès le départ dire non, aujourd'hui on ne regarde pas, c'est Shabbat, aujourd'hui pas, c'est à sourd, donc on ne regarde pas les dessins animés. Aujourd'hui c'est Shabbat, c'est le jour où on se consacre à la famille, on n'est pas vilain, on est tous ensemble, on joue à des jeux de société, des machins. Vous auriez pu faire passer sa crème, ça serait pas sur Shabbat, la frisson. Au début, on aurait dit, oh, t'es relou la famille. Et petit à petit, il aurait kiffé les jeux de société ensemble, le Monopoly, etc. Bon. Maintenant que c'est déjà fait, venez, on va essayer de mettre en place ensemble un système pour rattraper le tir. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes convaincu que c'est pas bien de regarder en continu? Ok. Hachem nous a donné un jour, venez, on en fixe un deuxième. Quel jour? C'est mercredi, c'est pas pratique parce que bon, l'après-midi il est libre. Alors, on va dire mardi. Ok. Le mardi, on fixe le mardi. À partir de maintenant, chez elle, elle a instauré pas de dessin animé le mardi. Pas de dessin animé le mardi. Pourquoi? Parce que ça y est, les dessins animés, voilà, 5 jours dans la semaine, ça suffit. Ok. À partir de là, tu peux dire le Shabbat aussi, pas de dessin animé. Le mardi, le Shabbat. Je cherche un intérêt matériel, technique, à respecter les mitzvot. Parce que c'est important pour un enfant que ce ne soit pas complètement free. À partir de là, l'enfant il a compris, le mardi et le Shabbat, il n'y a pas de dessin animé. Juste parce que la Torah, pas parce que Dieu, pas parce que le truc, parce qu'il faut restreindre les dessins animés, c'est tout. Cette frustration qui était sur la Torah, on l'a décalée sur la réalité de la vie. Et cette frustration étant décalée sur la réalité de la vie, elle passe. Et après, seconde, après je te laisse la parole. Et après, une fois que c'est acquis, une fois que c'est établi, une fois que c'est accepté, une fois que la frustration elle est passée, là c'est le moment de ramener la Torah. Comme dans les lacets. Là tu dis, et en plus quoi? T'as vu, de toute façon tu devais le faire parce que tu veux réussir dans la vie, tu dois te lever le matin. Et en plus quoi? Et en plus Hachem t'a donné une mitzvah de ça. T'imagines le kiff? Un truc que de toute façon t'aurais fait, Hachem il te donne une mitzvah. Pas le kiff, tout bénef. Le matin, de toute façon il faut que tu te lèves. En malasot, de toute façon il faut que tu te lèves. Tu veux réussir dans la vie, tu dois te lever. En plus Hachem t'a donné la tefila. Paf, tu vas pouvoir la faire et tu vas gagner encore une mitzvah. Dans la yeshiva de mon Rav, tout le monde est obligé de se lever le matin. C'est les glandeurs qui arrivent. C'est une yeshiva il appelle ça une yeshiva, c'est une yeshiva de. Le ticket d'entrée pour pouvoir rentrer dans la yeshiva, pour pouvoir postuler, il faut déjà s'être fait virer dans l'année par 2 autres yeshivas. C'est la seule possibilité pour pouvoir rentrer. Si tu n'es pas fait virer 2 fois, tu n'as pas le droit d'entrer. Donc, c'est les gens qui sont déjà problématiques, entre guillemets. Bon, enfin, qui n'ont pas trouvé leur place, qui ont des soucis. Chez lui, dans sa yeshiva, il n'y a personne qui est obligé d'aller à Tfila. Par contre, il n'y a personne qui dort le matin. Tout le monde est debout à 7 heures. Après, tu veux prendre un café dans la salle attenante à la synagogue pour fumer et attendre 1 heure là-bas le début des activités, il n'y a pas de problème.
Tu vas pas à la tefila, il n'y a pas de problème. Mais tu restes pas dans ton lit. Personne. Finalement, tout le monde va à la tefila, parce qu'une fois que je suis debout, de toute façon, alors je vais à la tefila. Sauf que la frustration, tac, elle n'est pas sur la Torah. Je veux dire. Sur ces exemples-là, je dirais que c'est pas facile, mais après, on voit en échappatoire comment le matériel on peut l'utiliser pour éviter la frustration. Mais sur quelque chose de, en tout cas, moi, je vois difficilement l'échappatoire là-dessus. Sur manger cachère, ça. Ouais. Alors, je parle pas des enfants qui vont grandir justement dans un milieu où ils n'ont pas le choix, mais plus d'enfants qui vont pas forcément aller avec le juif, ou alors qui vont aller dans un restaurant cachère, mais à qui on aimerait qu'ils mangent des aliments cachers. Parce que c'est comme ça que nous, on arrive à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il dit, ok, moi, mon petit copain, il a un steak haché frites, je veux la même chose. Alors, je vais être pas gentil. Déjà, je suis désolé, mais c'est parce que c'est ce que je pense. Déjà, ne pas le mettre dans une situation où il va avoir un petit copain qui mange un truc, on évite déjà un problème. Sinon, c'est vrai que c'est dur, c'est comme quand on est au régime. Quand je suis au régime, je rentre pas dans une boulangerie pour acheter un. Pas dans une boulangerie, en général, dans la boulangerie, j'achète les cubes de levure pour faire les chalotes à la maison. Quand je suis au régime, je rentre pas dans la boulangerie pour acheter des cubes de levure, je les achète au supermarché. Bref, c'est-à-dire, je me mets pas dans une situation où je vais avoir un problème. C'est le premier à part. À part ça, maintenant, une seconde, je vais. Ouais, c'est une très bonne question. Regarde, juste avant, juste avant ça. Dans la Torah, il y a 613 méthodes. Ouais. Chacune est développée. Il y en a plein qu'on ne fait plus, qui sont à l'époque du Témigage. Il y en a plein qu'on fait, qui se sont développés, etc. Bon. Bref, il y a plein de mitzvot en tout cas. Ce soir, on ne va pas pouvoir les prendre une après les autres, une après l'autre, toutes et les faire. Une fois, j'ai fait ça dans un cours. On s'est dit, venez, on prend au pif, dites, jetez les mitzvot au pif, et on va chercher quel intérêt matériel on a ici sur Terre à faire les choses pour nous motiver. Encore une fois, l'intérêt matériel, il ne doit pas être le but. C'est un moyen de nous motiver. Donc, il y a certains trucs, par exemple, je ne sais pas si vous allez me dire tefilin, je ne vais pas savoir. Kasher, déjà, j'ai plus de facilité à te dire sur Kasher. Global, je ne vais pas prendre le détail. Par exemple, Shabbat aussi. Shabbat, c'est évident qu'il y a un intérêt matériel, technique, ici-bas, sur Terre, à faire Shabbat. Ça crée des liens familiaux qui sont exceptionnels, ça permet de se recentrer sur l'essentiel, on n'a pas la télé allumée, on mange tous ensemble, etc. Il y a des choses qui sont évidentes. Maintenant, si on va dans les détails de Shabbat, ah mais pourquoi alors j'ai pas le droit de trier la carotte du concombre dans tel sens, là, je ne pourrais pas te répondre. Mais c'est pas ça qui va frustrer un enfant. Ce qui va frustrer un enfant, c'est la globalité. Maintenant, sur Kasher, alors sur Shabbat c'est très facile, sur Taharat Amishpacha, il n'y a pas besoin de faire un cours là-dessus ou un dessin, c'est aussi évident quel intérêt matériel on a à respecter la Torah, etc. Sur plein de choses, c'est très évident, sur d'autres, c'est un peu plus compliqué, et sur d'autres, en tout cas, la démarche, elle est de chercher. Sur Kasher, juste pour reprendre cet exemple-là, c'est très important, c'est primordial pour un être humain de savoir réguler ce qui rentre dans sa bouche. Indispensable d'avoir un œil très vigilant à ce qui rentre dans sa bouche. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de free que tout et n'importe quoi peuvent rentrer. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va me protéger quand je serai grand, peut-être de fumer, peut-être de droguer, peut-être de plein de choses. Je fais attention, j'ai un temps d'arrêt. D'ailleurs, il y a un deuxième temps d'arrêt que la Torah elle a prévu, c'est la bracha. Attends, une seconde. Je vais faire bracha. C'est quelle bracha ça? D'accord, je fais. Tous ces trucs-là, alors évidemment que ce n'est pas la raison pour laquelle. Hachem, il ne m'a pas donné la cache-route pour que je fasse attention à ce qui rentre dans ma bouche. C'est sûr que ce n'est pas ça la raison. Sauf que moi, je dois chercher des intérêts ici matériels à faire les choses pour me motiver. Après, je ne dois pas rester à ce niveau-là. La cache-route, on peut faire un cours de 1 heure, c'était Shmini, c'était la semaine dernière, donc c'est très intéressant de voir. Il y a 4 sortes de choses. Alors, sans rentrer dans la cache-route en détail, mais il y a 4 sortes. Il y a les animaux volants, il y a les poissons, il y a les reptiles et il y a les mammifères. Alors, les 4, ils sont régulés, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Et il y a des explications magnifiques sur les 4, ça représente les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau, et chacune a rien. Pourquoi les sabots fendus et ruminage? Parce que ça, par rapport au feu, par rapport à la terre, c'est ça qu'il faut. Il y a plein de choses magnifiques, on n'a pas le temps maintenant, d'ailleurs je pense que ce sera peut-être le sujet de mon cours mardi à Relève sur la cache-route, mais peu importe, en tout cas des choses magnifiques, et c'est sûr que c'est pas avec un très beau discours sur la cache-route que je vais imposer ça à mon fils. Sauf que moi je dois trouver, je dois chercher euh,
dans les cas précis, je vais prendre tel enfant qui est obligé dans une école, dans un lycée pas juif, qui va être comme ça, et truc, et la cantine, il va avoir un goûter, il va se sentir à l'écart des autres parce qu'il va avoir le repas sans porc, pas comme d'autres, je sais pas, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'éveiller à ce qu'il y ait une réponse à cette question. Que c'est pas juste je sors le Joker, ah mais c'est la Torah qui m'interdit. C'est la Torah qui m'interdit, bah, arrêtez de me saouler avec la Torah. Une fois que c'est adapté, que c'est accepté que oui, là je sors la Torah. En plus, tu as une mitzvah. Mais je ne dois pas l'utiliser comme Joker pour imposer quelque chose. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Sur des trucs, il y a un truc, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais ce Shabbat encore, j'ai eu un gros clash avec ma fille de 3 ans, un gros clash. Elle voulait que je chauffe le biberon dans le micro-ondes. On ne peut pas, c'est Shabbat. Alors, on chauffe avec l'eau chaude qu'on a, on a de l'eau chaude, on fait un bain-marie, on chauffe le micro-ondes, on chauffe le biberon, il n'y a pas de problème. Non, mais elle voulait pas chauffer comme ça, elle voulait chauffer comme ça. Ah, il y a un clash, il y a un clash. Aujourd'hui, on chauffe. J'ai même pas dit c'est Shabbat, on chauffe. Aujourd'hui, on chauffe pas avec le micro-ondes. Pourquoi? C'est comme ça. On n'est pas obligé de toujours tout comprendre, surtout à 3 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que la démarche, elle doit être de ne pas sortir le Joker Torah à toutes les sauces. En tout cas, surtout pas quand il n'y a pas besoin. Surtout pas quand il n'y a pas besoin. Ça veut dire que je me tire une balle dans le pied quand je fais ça. Je connais des gens qui disent à leurs enfants, enfin, je connais des gens, j'ai entendu quelqu'un qui m'a raconté qu'il connaît des gens, plus exactement, qui disent à leurs enfants, il ne faut pas sauter sur le canapé avec les chaussures, parce que c'est baltachrit. Baltachrit, ça veut dire faire du gâchis. Et tu abîmes les canapés. Abîmes les canapés. Tu connais des gens qui sautent qui laissent les enfants sauter, à part chez moi, qui laissent les enfants sauter avec les chaussures, qui abîment les canapés. Chez les non-juifs, ils n'ont pas la Torah, ils ne laissent pas ça, parce que c'est du gâchis. Qu'est-ce que tu as besoin de sortir Baltachrit? Tu leur mets casse un verre, un enfant qui casse un verre. Baltachrit. D'où Baltachrit? Tu connais quelqu'un qui est content quand il y a un verre qui se casse? C'est pas bien, parce que c'est du gâchis, c'est dommage, il faut faire attention. Il n'y a pas besoin de sortir là. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention. Quand on sort la Torah, c'est quelque chose de précieux, la Torah. Il faut faire attention de ne pas créer une frustration vis-à-vis de ça. Après, chacun à son niveau, chacun comme il a décidé de vivre. Mais si par exemple la Torah, pour certaines personnes, ils sont très traditionnalistes, c'est-à-dire que aucun des commandements de la Torah n'est important. Il y a un seul qui est important, c'est de ne pas se marier avec un non-juif. Ok, alors j'ai mon fils, j'ai éduqué comme ça, il n'y a rien d'important à part ne pas se marier avec un non-juif. Et je lui dis ça tout le temps. Il pas se marier avec un non-juif. Il va tomber sur une fille qui est non-juive, qui est super, qui est géniale, qui est magnifique, qui a enfin ce qu'il cherche. Il va créer une frustration sur la Torah qui est exceptionnelle. Quel intérêt? Je veux dire, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans l'éducation des enfants. On ne peut pas s'amuser à sortir quand ça nous arrange la Torah, quand ça ne nous arrange pas, on ne sort pas. Il faut qu'il y ait une cohérence. C'est le maître mot dans l'éducation des enfants, c'est la cohérence. On va voir que dans la discipline, c'est encore plus le maître mot. C'est-à-dire que si c'est des fois oui, des fois non, ça ne peut pas passer. Alors, dans la discipline, c'est que ça va créer qu'il n'y aura pas de discipline. Dans l'éducation à la Torah et au mitzvot, ça va créer une frustration qui va engendrer que la personne elle va s'éloigner. Automatiquement, ça sera naturel. Et mon copain dont je t'ai parlé avant, donc c'est pas seulement qu'il était réveillé à Koum la Vodat Sabour, lève-toi pour le service divin. Il a vu, lui, de ses propres yeux, ce que tu me disais, un élève, pour vous dire jusqu'où la folie des êtres humains peut aller, un élève qui, c'est sûr que c'est sourd de faire ça, qui, dans ses céréales, mettait du sel, un élève. C'est pas un gadol ador qui a 90 ans faisait ça. Même ça, c'est sûr que c'est pas autorisé. Mais un élève qui a 15 ans, il mettait du sel dans ses céréales pour pas profiter du sel et de l'huile. Pour se nourrir sans que ce soit bon. Un malade mental, ouais. Un fou. Bon, un fou, il y en a, des fous. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a entendu quelqu'un taper sur la table, quand il a vu ça, et qui a dit, regardez cet élève, il a décidé de se limiter les plaisirs terrestres, c'est pour ça qu'il en rentrera au monde futur. Ouf. Alors, quand tu as une éducation comme ça, forcément, ça t'intéresse plus trop, quoi. Laisse-moi kiffer la vie. Parce que moi, je veux dire, pas seulement, je veux dire, c'est indispensable de faire passer le message aux enfants. La Torah, elle n'est pas là pour te restreindre les kiffs matériels. Elle n'est pas là. Elle est là pour te les sublimer. Elle est là pour que tu kiffes ta vie. Elle est là pour t'expliquer comment tu peux kiffer ta vie. Moi, je vais t'expliquer, Hamoud Chéri, comme Hachami nous dit, mon chéri, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir kiffer au maximum ta vie. Kiffer au maximum ta vie, ça va être le sujet du prochain cours, comment on éduque un enfant à kiffer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des kiffs qui sont interdits.
Ça veut pas dire que tu vas pas kiffer. C'est-à-dire qu'on va réguler ton kiff. Et quand on régule ton kiff, c'est là que tu kiffes encore plus. On va voir pourquoi. C'est une question. Oui, en fait, c'est pour revenir sur ce que j'avais dit par rapport justement à l'âge qui peut être différente, comment dire, dans le respect qui peut être différent en fonction de la famille, par exemple, avec les cousins, cousines, etc. Donc là, concrètement, comment tu peux expliquer à un enfant, parce que lui expliquer qu'il faut réguler ce qu'il met dans la bouche, etc. Non, ça, tu n'expliques pas à un enfant. Ouais, voilà, ça, c'est quoi. pour toi, pour être Ouais. convaincu. Ça, tu Parce que pour n'expliques pas à un l'école, enfant. ok, c'est Non, une pour un chose. enfant, tu peux expliquer qu'il faut faire attention à ce qu'il rentre dans la bouche. C'est pas un problème. Ils peuvent rentrer des choses qui sont dangereuses dans la bouche. S'ils ne font pas attention, par exemple, ça arrive très souvent que les enfants, ils passent, ils voient des petits Ouais, trucs qui d'accord, ont mais il va l'air dire, de... ok, mon cousin, il a Hein? mangé, il a rien eu. Non, c'est ça que je te dis. T'es allé trop vite. Je passe dans la rue, je suis dans un jardin. Les enfants, il y a des petites boules, des petits trucs, ils ont l'impression que c'est des petites cerises, ils mettent dans la bouche. Des fois, c'est du poison, faut faire hyper attention. Maintenant, quand tu as fait très attention à ça, il vient et te dit c'est cachère ça, c'est quel bracha. Bon, encore une fois, c'est pas pour ça que Hachem il nous a interdit de manger pas cachère. C'est absolument pas pour ça. Je dis juste que il faut se trouver des intérêts matériels à nous pour se motiver dans certaines choses. Maintenant, comment on fait dans la famille, dans les machins, c'est extrêmement compliqué et je pense pas qu'il y ait une réponse. Ça va dépendre des sensibilités des uns et des autres, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, ça va dépendre de l'âge du cousin, ça va dépendre des tontons du cousin, les parents du cousin, savoir, comment dire, pas les vexer. Ah, c'est-à-dire, nous on mange pas cachère, c'est ça que tu as dit à mon fils. Toutes les sensibilités, c'est très compliqué. Nous on mange pas ça, ou tu crois que c'est pas bon pour la santé, nous on mange bio, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te donner une réponse maintenant. Il n'y aura pas de réponse d'ailleurs globale pour tout le monde. Ça va être au cas par cas. Chacun il va devoir évaluer, mais évaluer dans sa famille, comment il faut le dire, pas vexer, pas machin. Il y a plein d'éducation. Ça ne peut pas être. Moi je vous donne les grandes lignes. Regardez, après les détails, ça va être à vous en fonction de votre vie, de votre famille, de votre couple, de vos enfants. Ça ne va pas être pareil avec un enfant, ça ne sera pas pareil avec un autre enfant. Mais gardez en tête que voilà, le Joker Torah, c'est pas un Joker qu'on sort et que ça, il n'y a plus rien à dire, comme quand je sors le 21 en atout au tarot, pour ceux qui connaissent le tarot, et après, il n'y a plus rien à dire. Je sais qu'il y a des fans de belote, mais. Il y a d'autres questions? Des questions? Il n'y a pas de questions? Ouais? Non? Bah, si, Allez. là, tu as beaucoup parlé de la frustration, et pas beaucoup de la paresse, finalement. C'est qu'il y a un enfant qui dit ouais. Ouais, alors d'abord, la paresse, ça va être la suite, ça va pas être sur la paresse, mais tu vas voir qu'il n'y a pas de question sur la paresse. Après, il faut qu'on s'occupe de ta question. La paresse, un enfant paresseux, ça n'existe pas. Point. Ça n'existe pas un enfant paresseux. On a l'impression, et c'est juste un enfant pas motivé. Voilà. Donc, c'est juste une question. Et le cours prochain, on va voir comment on motive. C'est-à-dire, on a déjà vu ça la dernière fois, c'était un peu comment on remotive. Là, on va voir comment on développe chez l'enfant le kiff, comment on lui apprend à kiffer, comment on lui apprend à être épanoui, comment on lui apprend à être épanoui et, je cherche un mot, en gros, comment on lui apprend à profiter de la vie au maximum. Et, et on va voir que la paresse, ça n'existe pas, c'est juste un manque de motivation, ça n'existe pas. Il y a des adultes un peu paresseux, mais un enfant, si tu veux avoir un enfant et tout le temps en train de courir, en train de sauter, c'est mieux qu'il. Après, la paresse, elle arrive quand on a réussi à baisser son niveau de motivation. Quand il a envie, quand il est très motivé, quand il y a Disneyland, il se lève le premier. Mais alors là, on parle d'enfant, mais quand l'enfant devient un peu grand, qui commence à être ado, il peut être aussi dans ado, ça va être un sujet qu'on va traiter à part. Il faut bien comprendre d'où vient la crise d'ado, pourquoi un enfant il se rebelle, etc. Ça va être savoir que c'est pas non plus une sinécure. Tout le monde pense qu'il faut passer par la crise d'ado, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ne passent pas par la crise d'ado et qui vont très bien. Ça dépend des parents, ça dépend de l'éducation, ça dépend des frères et sœurs. Ça dépend de ce qu'on appelle crise aussi. Ouais, il y a des gens qui passent par rien du tout, qui vont très bien, et qui ont vécu très bien, enfant très bien, et avec des parents très bien, et qui se portent très bien, et qui se demandent pourquoi on leur dit oh, toi, t'as pas eu de crise d'ado, tu vas l'avoir plus tard. Pas forcément. Ça dépend de ce qu'on appelle crise aussi. Ouais, non, mais. L'adolescence, la prise d'indépendance, quoi. Oui, la prise d'indépendance. Maintenant, si le parent il a su faire le passage à la prise d'indépendance, il
Mon rab, il m'a raconté que son père, c'est lui qui a fait ça, ou son père, je ne me rappelle plus, à partir du moment où, pour faire acquérir à l'enfant l'indépendance, il devait acheter un truc, une perceuse, je crois, c'est un truc qui était cher, tu n'achètes pas ça toutes les semaines. Il a envoyé son fils acheter la perceuse. Son fils a acheté la perceuse, son fils lui a dit, il avait, je crois, 11 ans. Il dit, mais laquelle je prends? Je dis, bah, tu regardes les prix, voilà, je te donne un chèque en blanc, tu regardes les prix, tu regardes qu'est-ce qui est intéressant, le meilleur rapport qualité-prix, qu'est-ce qui va durer longtemps, voilà, on a besoin de la perceuse à peu près 30 fois dans l'année, c'est pour ça, et donc tu demandes au vendeur qu'est-ce qui vaut le coup et tout. Il dit, mais je ne saurais pas. Je dis, mais si, tu sauras, tu vas prendre, tu vas évaluer ce qu'il faut et ce qu'on a besoin, et tu achètes toi. Voilà, 11 ans, il a envoyé comme ça. Bon, il s'est arrangé avec le vendeur, pour lui dire, tu lui proposes 2 choix et tu l'orientes vers. Mais techniquement, après, il a su le truc. Mais pour le. Voilà, quoi. Après, voilà, si ça se passe bien, le truc, il n'y a pas de raison. Après, il y en a qui font des grosses crises. Mais a priori, il n'y a pas de raison. Ouais, on s'occupe de ta question 2 minutes. Après, on vous laisse tranquille. Alors, on reprend. Mitor shelo lishma balishma. Donc, je dois chercher les intérêts matériels que j'ai à respecter la Torah, moi, pour me motiver. Je vais vous raconter encore une toute petite histoire. Mon rêve m'a raconté que quand il est arrivé une fois à sa yeshiva pour prier, il a vu les élèves, ils l'ont vu en rentrée. Les élèves étaient en train de prier. Les élèves, ils ont 19 ans, 20 ans. Ils l'ont vu arriver et pendant la prière, et d'un coup, tous ils font comme ça. Ils deviennent tous super sérieux pendant la prière. Ils sont très motivés à montrer leur cavanote et leur sérieux exceptionnel. Il s'est rendu compte de ça tout de suite. Et à peine il rentre, que tout le monde, une fois que tout le monde a fini la tefila, il a tapé sur la table. Il leur a dit, vous n'avez pas honte. Vous voulez la sot à l'aérochem. Ça veut dire, c'est important pour vous, qu'est-ce que je pense. Vous avez un bon Dieu qui englobe des millions et des milliards d'années-lumière. Il a parlé comme ça, truc. Et ça vous importe qu'est-ce que moi je pense. Lui était là déjà avant. Qu'est-ce que vous en avez à faire de moi? Moi, dans 50 ans, les Verts, ils s'amuseront avec. Il dit, qu'est-ce que vous en avez à faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire de moi, ce que je pense? Vous n'avez pas honte de commencer à avoir l'air comme ça. Vous occupez, le bon Dieu est tout le temps en train de vous regarder. Après, il est rentré dans son bureau et il a réfléchi. Il a dit, mon père, il m'avait dit 2 choses quand je suis allé dans l'éducation. Avant d'avoir une action éducative vis-à-vis des enfants, il faut que je me pose 2 questions. Quel est le but que je recherche? Ouais. Et deuxième chose, comment je pourrais vérifier si j'ai atteint le but? Parce que dans l'éducation, c'est très compliqué parce que les résultats, ils sont toujours des années et des années après. Un menuisier, il a construit la table tordue, elle est tordue. Il a beau expliquer 50 fois qu'en fait elle n'est pas tordue, si elle est tordue, elle est tordue. Un éducateur qui a tordu un enfant, il pourra expliquer que c'est pas lui, que c'est les parents, que c'est quelqu'un d'autre. Tu vois 10 ans après qu'il est tordu, mais tu ne sauras jamais quelle est la cause. Donc son père il lui a dit, tu vas avoir une action, tu dois réfléchir quel est le but que tu recherches et comment tu vas pouvoir vérifier que le but il est atteint. Très souvent, tu pourras rien vérifier ce que le but il est atteint, mais le fait même de te poser la question comment tu pourras vérifier que le but est atteint, ça va t'éviter de faire des erreurs. Donc il s'est posé après, il a réfléchi. Il s'est dit, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû leur dire ça. J'aurais pas dû leur dire ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y en a qui vont être amitis, c'est-à-dire ils vont être honnêtes, donc ils vont arrêter de faire semblant. Et d'autres, ils vont faire mieux semblant. Donc il va développer un cours de théâtre dans les Qu'est-ce qu'il a gagné? Rien du tout. Il dit, mitorchelo lishma baishma. Si vraiment, à partir du moment comme ils ont envie de donner bonne impression, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, Rochelle, c'est bonne impression. Ils ont envie de me donner bonne impression, que j'ai bonne impression d'eux. Ils prient vraiment. Alors ils ont utilisé quelque chose de négatif, ils ont transformé en quelque chose de positif. C'est magnifique. Il n'y a pas de problème. Mitorchelo lishma balishma, ça, tout ça. Si à 70 ans, c'est encore ça qu'il importe de faire semblant devant quelqu'un parce que un truc, alors là, ouais, il y a un problème. Mais à 20 ans pour un enfant, c'est naturel. C'est le rab de la yeshiva, c'est normal qu'ils aient envie de faire bonne impression devant lui. Donc après, il est allé leur dire qu'il s'est trompé et qu'il s'excuse et qu'au contraire, il devrait continuer. Mais voilà, le truc, il est de tout le message, il est que Enod Milvado, que Akadosh Baruch Hu, Enod Milvado, ça veut dire, c'est pas seulement que Hachem existe, mais qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien que, entre guillemets, ce que les chrétiens disent, que le Satan a créé. Ça n'existe pas. Tout est créé par Hachem. Tout ce qui est positif, tout ce qui a l'air négatif est créé par Hachem et il a une utilisation à faire de positif. Il y a des choses qui tendent vers le positif, il y a des choses qui tendent vers le négatif, il y a des choses parvées. Et tout a une utilisation pour le bon Dieu, même les choses négatives.
Si j'utilise la colère pour m'énerver contre quelqu'un, contre qui il faut s'énerver parce que il est en train de me pousser à, je sais pas, à faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, à truander quelqu'un, et ben voilà, j'ai utilisé la colère de manière positive. Si j'utilise pas un bonbon c'est ni bien ni pas bien. Et si j'utilise à en faire quelque chose de bien, je le donne à un enfant qui est triste pour le remonter le moral, ou je l'ai amené à faire une bracha dessus, ou maintenant, si j'utilise pour taper des gens, je sais pas, les singes, quand je vais au zoo, j'utilise les bonbons pour leur jeter et leur faire mal. Alors, voilà, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a des choses, il y a des outils, et à nous de les utiliser. C'est pour ça que tout, sans exception, a une utilisation bien. Maintenant, je dois chercher les intérêts matériels, même matériels, pour les élever à un niveau spirituel. Maintenant, quand on entend parler d'un rave qui n'a pas mangé pendant une semaine, et que je vais terminer là-dessus, ça va être vraiment, cette question, ça va être tout le sujet de la semaine prochaine, enfin dans un mois. Mais il n'y a pas d'autorisation à se restreindre les plaisirs matériels, il n'y a aucune autorisation, si ce n'est que ça prend la place d'un autre plaisir. La seule autorisation qu'on a à se restreindre un plaisir matériel autorisé, ouais, il y a un Yerushalmi, il y a un passage dans le Talmud où il y a écrit qu'on devra rendre des comptes au bon Dieu à la fin, après le CDD à 120 ans, on devra lui rendre des comptes sur tous les plaisirs matériels qu'il a créés qu'on n'a pas kiffé. Il va nous dire, ah, tel fruit exotique, je l'ai créé pour que tu le goûtes et que tu profites de ce fruit, tu n'as pas mangé. Ça veut dire quoi? J'ai créé ça pour toi, il fallait faire une belle bracha dessus et en profiter, tu ne l'as pas fait. On devra rendre des comptes sur tous les plaisirs matériels autorisés qu'on n'a pas kiffé. La seule autorisation qu'on a de ne pas kiffer un plaisir matériel, c'est s'il prend la place d'un plaisir encore plus grand. C'est la seule autorisation. Un raf qui ne va pas manger pendant une semaine, c'est parce que pendant 5 minutes, il dit je vais faire ça, alors que j'ai un autre plaisir encore plus grand qui est le sien, soit d'aider quelqu'un, soit d'étudier, soit d'autres trucs. Et si je mange ça, je vais perdre celui-là. C'est la seule autorisation de se restreindre à un plaisir matériel, c'est si il prend la place d'un plaisir qui est encore plus élevé. Ok, mais on va être mythe-maquette, on va se concentrer sur ça, sur les plaisirs. Qu'est-ce que c'est le kiff et comment on éduque un enfant à kiffer sur ce. Merci de votre écoute. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir. S'il pleut plus, s'il pleut, je peux rester encore très longtemps. Ah, le prochain cours, voilà. Très très bien. On va regarder quand le prochain cours. Là, on est le 30. Si on regarde en mai, normalement, c'est la fête des mères, magnifique. Le dimanche 28 mai. Dimanche 28 mai, non, c'est la semaine. C'est le ouais, 31, 32. 31, premier, c'est. 31, 32. 31 et 1er mai, je crois que c'est la.